Allô? 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 Allô, scène de Guyancourt. Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, nous appelons les artistes prestigieux de scène de Guyancourt. Geoffrey Seco et le concert sous hypnose, c'est parti. Bonjour Geoffrey Seco et merci d'avoir accepté cette interview où tu es saxophoniste, hypnothérapeute et inventeur du concept des concerts sous hypnose, dont l'un d'entre eux se tiendra à la ferme de Bel-Éba le mardi 11 mars à 20h30. Donc avant de rentrer plus en détail sur tout le concept du concert sous hypnose, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé la musique à 6 ans, un peu par hasard, avec un piano dans la salle de musique de la maison de mes parents. Et puis voyant que je faisais tout le temps du piano, mes parents voulaient m'inscrire au conservatoire. Il n'y avait plus de place en piano, donc ils m'ont inscrit en cours de sax. Et voilà, donc j'ai commencé le sax à 8 ans avec un prof extraordinaire qui, dès le départ, m'a parlé un peu de visualisation. Alors, il ne mettait pas les mots hypnose dessus, mais on parlait de visualisation, on parlait d'énergétique, de respiration. Donc, ça m'a sensibilisé, on va dire, à ces choses-là en même temps que la musique. Et puis après, j'ai fait un parcours assez classique, c'est-à-dire j'ai fait le conservatoire donc à Aix-les-Bains, je suis originaire d'Aix-les-Bains, ensuite Chambéry, ensuite un conservatoire à Paris dans le 9e arrondissement. Et puis je suis allé faire un passage à Berklee, qui est une magnifique école de musique à Boston. Voilà, et quand je suis rentré, après, j'ai fait pas mal de belles tournées avec notamment Tito Puentes, Pascal Obispo, Patricia Cass. On a joué au Stade de France avec Yannick Noah. Je lui avais fait aussi ses arrangements cuivre. Et puis, je joue aussi avec Tony Allen, Manu Dibango. Donc, j'ai pu jouer un petit peu dans tous les styles, avec Aznavour aussi. Et pas mal d'émissions de télé. Donc, j'ai fait vraiment le métier de saxophoniste jusqu'à mes 35 ans à peu près. Et parallèlement à ça, justement, je voulais retrouver un peu l'ambiance de ces cours de sax où on parlait d'énergétique, de visualisation, d'hypnose. Donc, parallèlement à toute cette carrière saxophoniste, je me suis formé dans plein de petits trucs, mais sans aller à fond dedans. Donc, je me suis formé un peu en énergétique, en médecine chinoise, acupuncture, tout ça. Et finalement, donc, c'est en 2015 où j'ai eu l'idée de faire ces concerts sous hypnose. Comment est-ce que tu as été amené à concevoir ces concerts sous hypnose? C'est quoi qui t'a inspiré justement pour allier musique et hypnose? C'était à la fois l'envie de faire des concerts un peu plus profonds que ceux que je pouvais faire justement avec ces chanteurs-là, où à mon goût, je trouvais qu'on restait un peu en surface, dans ce truc aussi un peu star system, qui fait qu'on va déifier un peu l'artiste. Mais moi, j'avais plutôt envie de proposer des expériences au public. Donc, d'une part, il y avait ça. Et puis, d'autre part, c'est en faisant des concerts normaux avec mon groupe de jazz où en expliquant au public comment j'avais composé les musiques, qui étaient donc à l'époque j'avais fait un album qui s'appelait Element of Sun et qui s'inspirait du Tao, donc de la philosophie chinoise et aussi donc de la médecine chinoise. Quand je racontais ça au public, je voyais qu'ils partaient en état de transe, en état de conscience modifié, avec les anecdotes que je racontais sur ma façon de composer et aussi la musique. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il faudrait amplifier ça et faire officiellement des concerts sous hypnose. Et quand j'ai tapé concert sous hypnose dans Google, j'ai vu que ça se faisait pas. Et c'est là où j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de proposer ça. Parce que aussi, après, d'un point de vue un peu plus philosophique, on va dire, on est dans une société qui perd un peu en sacralité, alors que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de cette connexion au sacré, et ça nous est de moins en moins proposé. On est de plus en plus dans le mental, dans le rendement, dans plein de trucs, et tout l'aspect un peu invisible de notre humanité, on la met un peu de côté. Donc, je me suis dit qu'avec ces concerts, ça pouvait permettre aux gens, quelle que soit leur horizon, leur religion, leur spiritualité, etc., de se connecter à ce dont ils n'ont pas si souvent que ça l'occasion. C'est super original comme concept. Et les concerts sous hypnose, tu as breveté un petit peu ça? Oui, effectivement, je me suis renseigné là-dessus à l'époque. On ne peut pas breveter une idée. On peut breveter quelque chose, une marque
Donc quelque chose qui existe et qui est une marque. Donc moi j'ai protégé à l'INPI, donc qui est le centre de protection des marques françaises, donc concert sous hypnose. Mais je peux pas breveter ou protéger l'idée qu'on mélangerait musique et hypnose. Donc voilà, en tout cas, concert sous hypnose est protégé, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui fait des concerts sous hypnose. Alors, il y a plein de choses qui existent avec la musique et les états de conscience modifiés. Il y a les bains de gong, il y a les bols tibétains. Mais c'est vrai que concert sous hypnose, c'est un concept qui, pour l'instant, n'a pas été développé par d'autres personnes. Parce que les bols gong, c'est un petit peu plus individuel. Quand on fait de la méditation, du yoga, toi, c'est vraiment un public, surtout que pour Belle et Basse, c'est un public où on est à peu près 300 personnes, donc c'est ouais. Tout le monde d'un coup. Après, moi, je suis musicien, donc c'est vrai que c'est ce qui me plaît, c'est d'être sur scène. Sur la scène, il y a une ambiance particulière avec l'odeur des projecteurs, du matériel, tout ça. Donc moi, j'ai toujours été sur scène, donc je veux conserver ça. C'est vrai que me retrouver dans une salle de yoga à faire des bols tibétains, c'est pas ma culture, même si j'aime beaucoup ça. Après une séance de yoga qui est 10 minutes de méditation avec les bols, j'adore ça. Mais voilà, moi je suis saxophoniste, donc j'aime quand vraiment ça joue, qu'il y a un côté un peu virtuose, performance, et puis qu'il y a d'autres musiciens, qu'il y a l'interaction. Donc pour moi, ouais, c'est essentiel de garder la partie concert, mais je voulais aussi développer une partie justement un peu plus méditative et introspective. Du coup, tu as une formation en hypnothérapeute. J'avais vu ton CV, tu avais fait un bac scientifique et en fait, ce que tu me disais, tout le long de ta vie, tu t'étais intéressé à tout ce qui était de la méditation, du yoga, tu avais rencontré des chamans, tu avais pas mal voyagé, notamment au Pérou. Ouais, il s'est passé plein de trucs. C'est-à-dire, bon, ma formation principale, c'est une formation de musicien, compositeur, arrangeur. Et parallèlement à ça, je me suis toujours intéressé un peu à la méditation, à l'hypnose, la médecine chinoise. Donc, je me suis formé un peu dans tous ces trucs-là. Et puis moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours fait de l'auto-hypnose sur moi. C'est-à-dire que mon professeur de musique de saxophone, quand j'avais entre 8 et 15 ans, je l'ai gardé une dizaine d'années, ce prof, il me faisait faire de la visualisation pour préparer mes auditions. Un peu comme un coach pourrait proposer à son sportif de faire de la préparation mentale. Donc, même si on ne mettait pas le mot hypnose dessus, c'était une forme de préparation mentale et d'auto-hypnose. Donc, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis toujours et que j'aime beaucoup et que j'ai conservé toute ma vie. C'est-à-dire que pour les castings, les auditions que j'ai pu faire ou les concerts un peu qui demandaient pas mal de préparation, j'ai toujours utilisé l'auto-hypnose. Et après, quand j'ai voulu faire les concerts sous hypnose au début, donc j'ai appelé des hypnothérapeutes parce que je me sentais pas d'hypnotiser 300 personnes et puis je savais pas le faire, c'est-à-dire que je savais le faire sur moi mais pas sur les autres. Donc j'ai appelé des hypnos. Et on a commencé à faire un peu des jam sessions, comme on pourrait faire en jazz, de dire, allez, voilà, on improvise sur quelque chose. Mais là, on a improvisé en plus avec un hypnothérapeute. Et donc, on a commencé ces concerts comme ça. Et j'ai vu qu'en fait, c'était trop bien. Et il y avait un des profs, un des hypnothérapeutes qui s'appelle Kevin Finel, qui a une école d'hypnose qui est géniale et qui est la plus grande école d'hypnose d'Europe. Et donc, au fur et à mesure qu'il faisait ses concerts, en même temps, il me formait. Et je prenais des parties d'hypnose dans les concerts jusqu'à être complètement autonome. Donc oui, il y a eu un moment où je me suis vraiment formé en hypnothérapie dans son centre qui s'appelle l'Arche. Et donc là, c'est plusieurs semaines de formation pour acquérir la technique. Et puis, la technique, le vocabulaire, la déontologie aussi, parce que comme l'hypnothérapie, c'est quelque chose qui peut être puissant. Donc, l'utiliser de la meilleure façon, avec poser aussi ce qui s'appelle les fusibles, pour que tout le monde puisse profiter de l'expérience en toute sécurité. Quand tu faisais au départ, quand ton professeur t'apprenait l'auto-hypnose, en fait, ces méthodes de visualisation, en fait, c'était un moyen un peu de gérer le stress, de vraiment garder le contrôle et en même temps de lâcher prise, c'est ça? Moi, j'ai jamais trop été sujet au stress ou au trac, donc j'ai pas utilisé l'auto-hypnose pour ça. Je l'ai plus utilisé réellement pour la performance. Par exemple, un jour, on m'a proposé de faire une tournée avec Patricia Cass. Et pour ça, il fallait jouer du sax, de la flûte, de la clarinette, du piano.
Bon, moi, j'avais tout joué sauf de la clarinette. Mais j'ai dit, OK, c'est bon, ça me branche de faire cette tournée. Donc, je me suis un peu lancé comme ça. Et là, ils m'ont dit, bah, rendez-vous dans 15 jours pour passer l'audition. Et là, je me suis dit, mais mince, je peux pas apprendre la clarinette en 15 jours, c'est trop dur et tout. Et donc là, j'ai acheté un bouquin d'auto-hypnose pour aller encore plus loin dans ce que je connaissais en auto-hypnose. Et j'ai pu apprendre la clarinette en 15 jours. Alors, je suis pas devenu un virtuose, mais j'ai appris la clarinette suffisamment pour pouvoir passer cette audition. Et donc, j'ai passé l'audition, j'ai été pris. Et là, quand ils m'ont dit, bah, super, t'es pris, rendez-vous dans 15 jours sur scène. Nous, on n'a pas le temps de répéter, il faut tout que tu apprennes par cœur. Et donc là, pareil, auto-hypnose, j'ai tout appris par cœur. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas apprendre par cœur, c'est une chose, mais ce qu'il faut apprendre aussi, c'est l'ordre des morceaux. Tu sais, quand tu as 20 morceaux, et du coup, à quel moment on sort de scène, à quel moment on rentre. Des fois, il y a des morceaux où on change deux, trois fois d'instrument, on passe de la clarinette à la flûte, au sax. Donc, en fait, c'est aussi apprendre tout ça. Il y avait 2-3 pas de danse, tout ça. Bref, intégrer tout un truc qui fait que eux, ils étaient en tournée depuis déjà 1 an et ils avaient besoin d'un nouveau saxophoniste. Et donc là, voilà, j'ai tout appris comme ça avec l'auto-hypnose, bon, aussi en travaillant réellement les morceaux. Mais c'était une époque où je faisais énormément de concerts, j'étais beaucoup en voyage et beaucoup dans les avions. Et donc l'auto-hypnose, c'était une bonne façon d'intégrer tout ça. Donc moi, l'auto-hypnose, je l'utilise plus pour répéter. Par exemple, si je suis dans le train ou si je suis dans l'avion, ça me permet de me mettre... Donc en fait, pour toi, l'auto-hypnose, c'est un peu un moyen de débloquer un peu des facultés mentales, des blocages qu'on pourrait avoir, de faire un peu sauter les verrous et d'accélérer ton potentiel. En fait, moi, je suis convaincu que l'auto-hypnose peut aider pour tout. Et bon, moi, comme j'en ai pas trop besoin pour le track, enfin, j'ai un track j'ai toujours un peu le track avant les concerts, mais c'est pas quelque chose qui me paralyse. Moi, je l'utilise surtout quand je suis un peu challengé, que je dois apprendre des trucs rapidement, voilà. Et du coup, dans le cadre du concert, de ce concept de concert sous hypnose, du coup, comment tu définirais la chose? C'est vraiment tout le long, un peu, tu hypnotises les gens. En fait, c'est une grande séance avec un fond musical. Alors, c'est pensé comme une séance d'hypnothérapie. Parce que ce qui me plaît dans ces concerts sous hypnose, c'est pas juste de proposer une espèce de tourisme spirituel ou c'est pas de l'hypnose de spectacle où les gens vont juste se divertir. Là, l'idée, c'est qu'ils ressortent de ce concert en se sentant vraiment mieux, en ayant compris des choses sur eux-mêmes et peut-être même en ayant transformé des choses. Donc, il y a un côté justement initiatique ou thérapeutique ou de l'ordre du développement personnel. Donc, le concert, comment ça se passe? Bon, on commence par un morceau, comme un concert. Ensuite, je fais un discours pré-hypnotique. Donc, ça suit en fait finalement l'architecture d'une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un discours pré-hypnotique pour mettre les gens à l'aise, pour leur dire comment ça va se passer, pour démystifier ce que pourrait être l'hypnose, en même temps leur dire que ça peut être beaucoup plus que ce qu'ils peuvent imaginer. Et ensuite, il y a la phase d'induction où donc je vais plonger le public dans un état d'hypnose, dans un état de conscience modifiée. Donc ça, les états de conscience modifiée, c'est quelque chose qu'on vit tous plusieurs fois par jour. C'est ces moments où on peut être absorbé, un peu dans la lune, donc rêver aussi, c'est un état de conscience modifié. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est simplement amplifier ce qu'on connaît déjà et aller explorer ce qu'il pourrait y avoir un petit peu plus loin. Et puis ensuite, il y a vraiment on va dire le travail qui commence. Mais bon, le travail, c'est avec de la musique et donc de l'hypnose. Les gens vont rencontrer, par exemple, leur motivation profonde. Après, qu'est-ce qui les empêche de réaliser leur objectif? Donc, ça va être des croyances limitantes, des peurs, ce genre de choses. Et ensuite, quelles ressources ils peuvent avoir pour aller transformer ça et finalement se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, et ensuite, donc il y a le réveil. Et tout ça dure à peu près 1h30 avec donc des compos originales qui permettent d'amplifier l'état d'hypnose. Mais il y a des effets thérapeutiques dans tes concerts. Enfin, tu sens que le public, il se passe quelque chose. Ça t'arrive des fois d'être face à des gens qui ont vraiment des résistances et qui bloquent? L'hypnose n'est pas vécue par tout le monde de la même façon. Il y en a qui vont vraiment rentrer complètement dedans, d'autres qui vont rester un peu plus en surface, d'autres qui ont l'impression de rentrer en surface, mais en fait, il va y avoir des résultats thérapeutiques. Concert sous hypnose aussi, il n'y a pas la promesse que ça va être quelque chose de thérapeutique. C'est-à-dire que c'est pensé comme ça,
ça va être thérapeutique pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être juste une expérience un petit peu différente où ils vont pouvoir écouter la musique différemment parce qu'aussi je propose de créer de la synesthésie, donc le fait d'entendre des sons et qui se transforment en sensations, en couleurs, etc. Donc les gens vont pouvoir vivre un concert différent grâce à la synesthésie et d'autres vont vraiment pouvoir aller vivre quelque chose d'un peu thérapeutique. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui reviennent, par exemple, là, juste après Guyancourt, on va jouer à Saint-Paul-de-Léon, on y a joué l'année dernière. Et il y a des gens là comme ça déjà qui commencent à m'écrire en me disant je suis venu l'année dernière, je vais revenir cette année. Je reviens parce que l'année dernière, vraiment, ça m'a permis de transformer des choses. Il y en a qui se mettent à repeindre. Enfin, comme ils se connectent à ce qui est important pour eux, ils commencent à faire des choses qui ont plus de sens pour eux. Donc pour certains, ça va être reparler à leur famille, pour d'autres, ça va être se mettre à la musique, etc. Et donc ouais, il se passe des trucs très très beaux des fois. Parce que ça fait à peu près 10 ans que tu as lancé ce concept-là. Est-ce que du coup la forme du concert a évolué? Parce que j'ai vu que tu proposes le voyage du héros, donc ce qu'on va avoir nous le mardi 11 mars. Mais j'ai vu il y a aussi l'au-delà. Et oui. C'est deux expériences différentes. Oui, exactement. Donc il y a 2 concerts sous hypnose. Le premier, donc c'est le voyage du héros, effectivement. Donc on va jouer le 11 mars à Guyancourt. Le voyage du héros, c'est le premier concert sous hypnose. C'est-à-dire que, tu sais, au début, je te disais, on faisait une espèce de jam session. Et quand je me suis formé, là, j'ai appris des protocoles d'hypnose, j'ai appris plein de trucs hyper intéressants en hypnose. Et ça m'a donné l'idée d'un peu mieux hiérarchiser ce concert. Et ça a donné le voyage du héros. Parce qu'avant, c'était plein de petites expériences. Puis finalement, c'est devenu une grande histoire qui est donc le voyage du héros, où le public, finalement, va découvrir, redécouvrir quel héros s'éveille en lui pour aller réaliser des rêves, des objectifs, enfin tout le parcours du héros qui est décrit dans le livre culte de Joseph Campbell. Donc ça, c'est un protocole d'hypnose qui s'inspire beaucoup de ce livre-là. Et puis donc ça, c'était c'était peut-être en 2017-2018. Donc ce concert, je continue à le faire tourner parce que ça me plaît toujours autant. Et puis j'ai un autre concert qui s'appelle Au-delà, qui lui en fait pose la question qu'est-ce qui se passe après la vie. Et donc la plupart toutes les religions, quasiment toutes les spiritualités proposent des réponses. Puis aujourd'hui, c'est la science qui s'intéresse à ce sujet en étudiant notamment la conscience et les expériences de mort imminente. Et ce qui est fou, c'est que la science qui récupère plein de témoignages de personnes qui ont fait donc ces fameuses expériences de mort imminente. Donc une expérience de mort imminente, c'est ce moment où le cœur s'arrête, la respiration s'arrête, et la personne va vivre une expérience extraordinaire. Elle va avoir la sensation de sortir de son corps, de revoir sa vie défiler, d'être accueillie par un proche disparu, etc. Donc tout ça, c'est référencé par plein de témoignages. C'est quelque chose qui est réel. Et la science, c'est encore pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est la conscience qui, en s'arrêtant, a une énorme hallucination et vit ce truc très, très, très lumineux, très beau, un peu de l'ordre de l'extase, ou alors est-ce que c'est la conscience qui, n'étant pas fabriquée par le cerveau, irait dans un autre lieu que donc les différentes spiritualités appellent le paradis, ce genre de choses. Mais ce qui est fou, c'est que le témoignage recueilli par la science et les propositions proposées par donc les différentes religions parlent un petit peu de la même chose, c'est-à-dire d'un lieu lumineux où l'amour et la connaissance se rejoignent, où on serait accueilli par notre famille d'âme, etc. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs à ça. Donc, l'idée de ce concert sous hypnose, c'est avec la musique et l'hypnose de proposer aux gens de vivre une expérience qui s'en rapproche, bien sûr, qui en même temps n'est pas du tout une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que personne, parce que pendant une expérience de mort imminente, c'est une mort clinique en fait. Ce que j'avais lu, toi-même, tu avais vécu cette expérience assez troublante. Alors moi, j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, mais j'ai vécu des expériences d'éveil ou de vision qui étaient assez proches, notamment lors de cérémonies chamaniques en Amazonie péruvienne. Donc, en prenant des plantes, en méditant, tout ça, on peut arriver à ce genre d'état d'éveil ou de dissolution de l'ego qui est extrêmement bénéfique, on va dire. Et donc, ouais, c'est vrai que ça part de cette envie de partager cet état.
Et comme il y a le même genre d'état avec les expériences de mort imminente, ça me plaisait de proposer ce parcours-là, qui à mon sens fait peut-être un peu moins peur et plus connu, puisque aujourd'hui il y a des études sur les expériences de mort imminente depuis une quarantaine d'années, que c'est un thème qui est quand même bien connu, plus que celui du chamanisme amazonien. Et voilà, donc je voulais attaquer cette idée-là, ouais, sous cet angle-là. C'est hyper intéressant, hyper original, surtout que le thème de la mort et de l'au-delà, je sais que c'est encore des thèmes qui sont très connotés religieux, mais c'est aussi des thèmes encore un peu, sont mine de rien, qui restent un peu tabous. Ouais, c'est un thème qui est à la fois tabou et en même temps millénaire. On dit que l'être humain est humain depuis qu'il enterre ses morts. Et puis c'est central finalement dans toute la philosophie, dans toute la spiritualité, dans les religions aussi. Je fais la nuance entre spiritualité et religion. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est au cœur de la recherche, parce que là, avec l'intelligence artificielle, on se demande ce qui fait finalement la différence entre un être humain et une machine. C'est la conscience. Donc, la conscience, qu'est-ce qu'elle devient après la vie? Ça fait partie des grandes questions aujourd'hui qui commencent à être étudiées par la science. Pour revenir autour de tes concerts, il y a des musiciens qui s'y sont intéressés, qui ont essayé d'étudier le phénomène. Enfin, est-ce que tu prévois un jour d'écrire justement sur ce sujet de concert sous hypnose? Ah ouais. Écoute, très bonne idée. Là, j'ai écrit un bouquin qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Autobiographie d'une conscience, et qui parle des concerts sous hypnose, mais qui parle aussi de tous ces états de conscience modifiés qui amènent à avoir des intuitions, des guérisons aussi, parce que il y a 5 ans, j'étais gravement malade, et donc c'est pour ça aussi que je suis retourné en Amazonie pour me soigner, et j'ai pu me soigner grâce aux états de conscience modifiés. Donc c'est un bouquin qui parle de tout ça, de finalement toute cette part qui est un petit peu éludée par la science, par notre monde moderne, qui est donc très scientifique, très mental, et qui ne laisse pas beaucoup d'espace à l'aspect spirituel ou artistique. Donc ouais, je parle de ça dans ce bouquin, mais après c'est vrai que faire un bouquin qui parlerait exactement de comment on pourrait se construire un concert sous hypnose, je pense que je suis encore trop dans la recherche et l'expérimentation et de ça pour réellement l'écrire, même si je pourrais déjà dire plein de trucs, parce qu'il y a 10 ans de concerts sous hypnose déjà, avec peut-être une centaine facilement de concerts derrière. Mais il y a encore plein de trucs que j'ai envie d'explorer, parce que pour l'instant, par exemple, les 2 concerts sous hypnose qu'on fait, les gens ont les yeux fermés une bonne partie du concert. Et là, je suis en train d'écrire un 3e concert sous hypnose qui serait sur le thème de la réincarnation. Et je suis en train de réfléchir à comment créer l'hypnose avec les gens qui auraient les yeux ouverts. Je suis aussi en train de faire un spectacle là avec Elliot Meunier, qui est danseur. Donc pareil, à créer des états de conscience modifiés avec de la danse. De la respiration. Donc je trouve qu'il y a tellement de choses encore à développer que pour l'instant faire un livre là-dessus, ça me paraît prématuré. C'est vrai que ça pourrait être chouette déjà d'avoir une compilation de témoignages de personnes qui ont été dont les concerts auraient pu les aider, les transformer, leur faire du bien, tout ça. Ouais, ce serait chouette. Pour conclure l'échange, si tu devais convaincre quelqu'un en une phrase de venir au concert, notamment à Guyancourt, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà que je suis sur scène avec des musiciens incroyables. Donc rien que pour la musique, je pense que ça vaut le coup. Le batteur, c'est Martin Van Germay. Il joue avec plein de super musiciens. Il joue avec Guillaume Perret, il joue avec Tigran Amassian. Donc c'est un des plus grands batteurs de jazz, et c'est un jeune gars, il doit avoir 34 ans. Vraiment, il déboîte. À la basse, il y a Kevin Reverand, qui est, on a fait justement les tournées ensemble avec Patricia Cass, avec Charles Aznavour. Là, en ce moment, il est avec Christopher Cross. Il fait un coplateau avec Toto en Australie. Enfin, c'est vraiment un mec qui déboîte. Et le pianiste, c'est Mike Karagosian, qui joue avec Grand Corps Malade, qui en ce moment fait le Roi Lion. Donc, j'ai vraiment une très, très bonne équipe. Donc, je dirais, voilà, juste l'aspect musical, ça vaut le coup.
Ensuite, ce qui est cool avec ce concert sous hypnose, c'est que c'est un peu une vulgarisation de l'hypnose qu'il peut y avoir en cabinet ou en coaching. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de se dire, tiens, ah oui, il y a d'autres hypnoses qui existent, comme par exemple la musique. Il y a plein de styles de musique qui existent. C'est pareil en hypnose, il y a plein de styles d'hypnose qui existent, et notamment donc l'hypnose ericksonienne, et c'est celle que je pratique et qui est utilisée donc en cabinet. Donc pour ça, c'est intéressant. Et puis après, je pense que ça peut être aussi intéressant de tester sur soi-même, tiens, à quel point je suis réceptif, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et puis aussi de jeter un coup d'œil au public qui est en état de transe et à quoi ça ressemble un public qui est en transe. Merci beaucoup Geoffrey pour cet échange. J'ai vraiment hâte de tester cette expérience et d'être à la découverte de ma propre légende personnelle. Du coup, merci et à très vite au 11 mars du coup pour le voyage du héros. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker et à le partager auprès de vos proches. À très bientôt dans nos salles Scènes de Guyancourt.